Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi de connaître votre opinion. Éventuellement, un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, on va parler du conflit israélo-palestinien avec comme titre Israël creuse sa propre tombe et on va voir pourquoi. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, bien évidemment. Mais tout d'abord, les dernières nouvelles. Qu'apprend-on ces derniers jours? On apprend que Israël a bombardé un convoi d'ambulances qui se dirigeait vers la ville de Gaza. Alors le prétexte d'Israël, c'est qu'il y aurait un chef du Hamas qui se serait caché dans une des ambulances. Alors, il y a un chef du Hamas qui se cache dans une ambulance, donc on bombarde toutes les ambulances. C'est logique. Donc là, déjà, cela montre l'état d'esprit du gouvernement de Netanyahou, hein. Donc évidemment, c'est totalement scandaleux. Quant au fait qu'il y aurait un chef du Hamas dans une ambulance, bon, comment ont-ils pu avoir cette information? Ça, c'est quelque chose qui restera un mystère. J'aimerais que l'État d'Israël me donne ses sources. Comment peuvent-ils avoir ce genre d'informations alors qu'ils ont tant de mal à pénétrer dans Gaza sans que cela ne se voie? Alors à moins qu'il y ait une taupe au sein du Hamas qui donne des informations, mais bon, en attendant, leur taupe, dans ces cas-là, n'a pas vu l'énorme armée du Hamas qui a pénétré dans Israël. Alors on estime à 2500 personnes qui ont pénétré les frontières, qui sont allées dans Tel Aviv. On estime à 1500 personnes, 1500 membres du Hamas qui ont pénétré dans Tel Aviv. Ça, leur taupe n'a rien vu. Leur taupe, c'est exactement où sont les chefs du Hamas, parce que on parle toujours des chefs du Hamas. C'est jamais un soldat du Hamas, c'est des chefs du Hamas. Moi, aux dernières nouvelles, il y a eu 11 000 bombes qui sont tombées sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Donc 11 000 buildings, on va dire, détruits. C'est quoi 11 000 chefs du Hamas? Je sais pas, hein. Bon, bref, voilà, arrêtons le sarcasme. Bref, un convoi d'ambulance qui a été bombardé. Ensuite, on aura sur les trois agences de presse internationales à Gaza, c'est-à-dire Reuters, l'AFP et l'AP, c'est-à-dire l'agence France Presse et Associated Press, donc les plus grandes agences de presse internationales, on apprend que l'AFP, donc l'agence France Presse, a été bombardée. Comme par hasard, vraiment manque de chance, c'était la seule agence internationale qui avait le matériel et un canal d'information qui permettait de savoir en direct ce qui se passait dans la bande de Gaza. Et sur les trois agences de presse internationales, bah, c'est celle-ci précisément qui a été bombardée par Israël. N'y voyez là qu'une coïncidence. Ensuite, on a les bombardements globaux. D'après le ministère de la Santé palestinien, donc évidemment contrôlé par le Hamas, il y aurait plus de 10 000 morts, on aurait dépassé la barre des 10 000 morts. Alors je rappelle que ce chiffre a été confirmé et même, d'après eux, sous-estimé. Alors ceux qui disent que c'est un chiffre sous-estimé, ce sont les ONG humanitaires sur place et le département humanitaire de l'ONU. Là, pour l'instant, l'ONU est très en colère, car 35 membres de l'ONU et plus de 20 journalistes ont déjà été tués à Gaza. Donc l'ONU est très en colère que ses membres aient été tués par des bombardements, ce qui prouve déjà des bombardements indiscriminés.
Alors, à moins que parmi tous ces membres de l'ONU, eh bien, il y ait eu des chefs du Hamas parmi la bande. Ce serait la logique. Parce qu'à chaque fois, encore une fois qu'il y a des bombardements, Israël nous dit qu'à chaque fois, ce sont des chefs du Hamas. Même pas, il ne change même pas de version en disant ce serait bon bah là un groupement de soldats du Hamas. À chaque fois dans les médias, on nous dit ce sont des chefs du Hamas qui sont ciblés. Jamais autre chose. C'est étonnant. Ils sont très nombreux, les chefs du Hamas. Au moins plusieurs milliers, tout du moins. Bref, continuons. Donc, on a l'Institut français qui a été bombardé par Israël aussi. Donc, c'est un bâtiment officiel français. Donc, notre ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, a dit que c'était inacceptable. Elle demande des preuves tangibles à Israël sur le pourquoi du bombardement de l'Institut du français. Voilà. Alors, aura-t-elle jamais une réponse? Je n'y crois pas un instant. Et aussi, toujours pour les derniers faits, eh bien, on apprend que bon, bah, Anthony Blinken a fait le tour des leaders du monde arabe et a revu encore une fois Benyamin Netanyahou afin qu'il puisse faire une trêve humanitaire dans la bande de Gaza. Non pas un cessez-le-feu, hein, une trêve humanitaire. Tout ce qu'il a pu négocier avec les leaders arabes, il n'a rien eu. Et Benyamin Netanyahou a dit non, il n'y aura pas de trêve humanitaire. Tout a été refusé. Donc Anthony Blinken, ça fait 2 fois qu'il fait le tour du monde arabe, ça fait 2 fois qu'il voit Benyamin Netanyahou, et ça fait 2 fois qu'il se prend que des claques diplomatiques par tout le monde. Sauf que là, il y a un problème. L'Algérie, la Tunisie, la Jordanie, la Palestine et l'Iran, bien entendu, le Yémen qui a déclaré la guerre officiellement à Israël. Bon, c'est que le Yémen, c'est pas extrêmement important, mais bon, le Yémen a des missiles quand même. La Jordanie euh, et d'autres pays, la Syrie, etc., ont fait des petites représailles diplomatiques. Je dis bien des petites représailles diplomatiques. Mais surtout la Turquie. La Turquie qui a rappelé son ambassadeur. La Turquie qui est très véhémente contre Israël. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que la Turquie fait partie de l'OTAN. C'est un des membres éminents dans le sens pour les États-Unis au Moyen-Orient. C'est un pays extrêmement important pour les États-Unis et c'est un pays qui avait des relations quasi amicales avec Israël avant. Donc ils étaient au-delà de la normalisation, ils avaient des bonnes relations. Voilà, on peut dire ça. Mais là maintenant, Erdogan est totalement contre Israël. Il ne faut pas l'oublier. Alors que penser de tout cela? Eh bien, plus les jours passent, plus Israël creuse sa tombe rapidement. Là, Israël se comporte comme un enfant capricieux qui fait absolument n'importe quoi, mais qui ne réagit pas de manière raisonnable et avec sagesse. Loin s'en faut. Alors pourquoi je vous dis cela? Plus le temps passe, et vous l'avez remarqué vous aussi, plus il y a des manifestations dans le monde, et des manifestations énormes, gigantesques. À la fin de mon intervention, je vous ai mis 2 extraits. Ce sont des vidéos que j'ai reprises sur YouTube. Et ce sont des manifestations à Washington, D.C., c'est-à-dire la capitale des États-Unis, et à Londres, pour vous montrer que ces 2 exemples, côté occidental, je ne vous montre pas les manifestations monstres, gigantesques, dans les pays arabes, parce que ça, c'est déjà diffusé. Par contre, les énormes manifestations à Londres et à Washington,
Ça, on vous les montre moins, hein. On les voit sur Internet, mais on les voit pas dans les grands médias. Bref, regardez ça à la fin de mon intervention. Donc, Israël, et c'est quelque chose que je ne comprends pas d'ailleurs, s'enfonce, n'écoute personne. Anthony Blinken, 2 fois, vient voir Netanyahou pour calmer le jeu, pour lui dire qu'il faut qu'il arrête, que oui, Israël a le droit de se défendre, mais ça doit être dans un cadre de règles internationales. Et là, l'ONU a tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme. L'ONU a déjà accusé à plusieurs reprises depuis le 7 octobre Israël de crimes de guerre. Là, il y a un grand avocat français qui a fait une class action, pourrait-on dire en anglais, c'est-à-dire il a travaillé de concert avec beaucoup d'avocats internationaux afin de porter plainte pour génocide contre Israël à la Cour pénale internationale. Donc on a un groupe d'avocats internationaux qui est mené par un grand avocat français qui a porté plainte à la Cour pénale internationale contre Israël pour génocide. Donc l'ONU qui condamne Israël pour crime de guerre, et là, cette plainte officielle portée à la Cour pénale internationale pour génocide contre Israël, là, c'est un vent de panique là, au niveau juridique, j'ai envie de vous dire, contre Israël. Quoi, Israël doit être en panique. Il devrait être en panique. Car là, vous vous imaginez, Israël a le monde entier contre lui. Même les États-Unis essayent de raisonner Israël. Et je vous rappelle que sans les États-Unis, Israël n'est rien, absolument rien. Les États-Unis donnent tous les ans entre 3 et 4 milliards de dollars à Israël pour qu'il se défende. Et les États-Unis n'arrêtent pas de donner des missiles, des obus, des munitions à Israël. Encore une fois, pour qu'il puisse se défendre. Israël n'a strictement rien au niveau militaire. Israël, sans le cordon ombilical américain, Israël n'est rien. Et là, le monde arabe est ligué contre Israël. Le monde arabe. Et j'ai même envie de vous dire le monde musulman. Dans le monde entier. Donc là, Israël s'entête à faire des bombardements indiscriminés. Évidemment, là, on n'est plus du tout en mode réponse proportionnée par rapport à l'acte terroriste du Hamas, car il faut dire ce qui est vrai. C'est le Hamas qui a commencé le 7 octobre, mais l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Ça fait près de 75 ans que la Palestine souffre, que la Palestine a subi des massacres, que la Palestine a subi des crimes de guerre. Ça fait pas que maintenant que les crimes de guerre d'Israël ont commencé. Ça fait 70 ans qu'il y a des crimes de guerre répertoriés par l'ONU. Et oui, là on va regarder 3 articles accusateurs contre Israël où on voit que l'ONU porte plainte contre Israël pour crimes de guerre. Donc là on va commencer par The Times of Israel qui est le plus grand journal israélien. Donc 23 pays sur 8. Le Conseil des droits de l'ONU adopte un rapport accusant Israël de crimes de guerre à Gaza. Donc 23 pays sur 8 ont adopté le rapport accusant Israël de crimes de guerre à Gaza. Le ministère des Affaires étrangères promet que Jérusalem ne coopérera pas avec cette moquerie, affirmant que la majorité morale des États n'a pas voté en faveur de cette mesure. J'adore la majorité morale. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Là maintenant, on va sur le site des Nations Unies. On voit commission d'enquête recueillant des preuves des crimes de guerre commis par toutes les parties en Israël et dans les territoires palestiniens occupés depuis le 7 octobre. Alors par toutes les parties, il faut comprendre aussi par le Hamas. Mais bon,
Voilà, commission d'enquête recueillant des preuves de crimes de guerre commis par toutes les parties en Israël. Toutes les parties, bah, ça inclut Israël, l'État d'Israël, bien sûr. Et là, les accusations de crimes de guerre résonnent à l'Assemblée de l'ONU au milieu des appels au cessez-le-feu. Car oui, toujours aucun cessez-le-feu. Je vous rappelle que la Russie a été le premier pays qui a fait une résolution à l'ONU demandant un cessez-le-feu immédiat et une aide humanitaire pour les Palestiniens à Gaza. Ça a été immédiatement rejeté. Le Brésil a fait strictement la même demande que la Russie. Ça a été rejeté, mais moins fort que la résolution russe. Et à partir de là, toutes les autres résolutions pour aider les Palestiniens afin qu'ils aient une aide humanitaire officielle votée par l'ONU, ça a été refusé. Voilà. Et toujours par les mêmes, c'est-à-dire principalement les États-Unis et l'Angleterre qui opposent un refus absolument très ferme. Bref, vous voyez ces trois articles vous démontrent que, bah voilà, pour la première fois, Israël est très officiellement accusé de crimes contre l'humanité. Je vous montre pas tous les articles, il y en a plein, parce que là, l'ONU est en train aussi de travailler pour porter plainte contre Israël pour crimes contre l'humanité. Alors vous imaginez un petit peu tout ça qui s'accumule sur la tête d'Israël. Ça commence à faire beaucoup. Donc, bref, euh, tout ça ne sort pas de nulle part. Et là, je reprends les mots de Gutiérrez, le chef de l'ONU. Donc, et je peux vous dire que Gutiérrez, le chef de l'ONU, est très euh, en colère contre Israël. Et les États-Unis sont extrêmement gênés. Notez aussi le silence de l'Angleterre. Et là, pour le coup, il faut noter que la France, mais elle se réveille que maintenant, là. C'était hier ou avant-hier, la France a demandé un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Chose qu'elle ne réclamait pas il y a une semaine, hein. Là, c'est tout nouveau, hein. Donc là, la France se réveille, mais la France, évidemment, c'est une voix qui compte pour du beurre dans le monde international. Maintenant, ça compte pour rien. Mais voilà pourquoi Israël creuse sa tombe. Donc si elle continue comme ça, Israël va être dénoncé comme État terroriste, comme État voyou. Voilà, ce qu'elle est, c'est un État terroriste et voyou depuis 70 ans déjà, hein. Vous allez me dire, tout comme les États-Unis, avec toutes les guerres qu'ils ont commencées de par le monde, mais c'est un autre sujet. Là, le problème avec Israël, c'est que ça, c'est en train d'être reconnu comme un État voyou, terroriste, officiellement par l'ONU. L'ONU n'emploie pas ces termes-là, mais quand l'ONU accuse de crimes de guerre Israël et qu'il y a un groupement international d'avocats qui a tous les éléments en main pour donner une plainte officielle agréée par la Cour pénale internationale pour génocide, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, le monde entier devra voir l'éléphant au milieu de la pièce. Éléphant qu'on a ignoré pendant plus de 70 ans. Et là, Israël fait une énorme erreur que j'avais dénoncée dans ma précédente vidéo en disant attention, Israël, si elle fait une réponse disproportionnée, elle aura le monde entier contre elle. Et ben c'est ce que fait exactement Israël. Alors peut-être que il y a une machination, ce n'est que qu'une hypothèse, hein. Peut-être qu'il y a une machination entre les États-Unis et Israël pour mettre le monde devant le fait accompli, c'est-à-dire qu'Israël tue des dizaines de milliers de Palestiniens, prend la bande de Gaza et comme ça c'est terminé, Israël devient maître absolu, il n'y a plus de Palestiniens, il n'y a quasiment plus de terre palestinienne, et ils mettent le monde devant le fait accompli. Les États-Unis pourront toujours opposer leur veto, et Israël ne craindra rien. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un scénario qui a été pensé avec les États-Unis, Israël, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, les États-Unis, Israël auraient tout à y gagner. Les États-Unis auraient tout à y gagner à ce qu'Israël
soit leur gendarme du Moyen-Orient devenu tout puissant, sans qu'il ne soit plus gêné par les Palestiniens, donc par le Hamas. Voilà. Mais si c'est ça, cette hypothèse, s'ils ont pensé à ça, bah c'est ridicule. Vous doutez bien que le Hamas peut faire des représailles terribles. Et je ne vous parle même pas du Hezbollah, qui pour l'instant est très raisonnable. Le chef Nasrallah a parlé récemment, il a été raisonnable. Mais si Israël continue, ben là peut-être que la Turquie, comme elle l'a énoncé par la voix d'Erdogan, va intervenir. Et si la Turquie intervient, on va dire avant tout le monde, bah vous vous doutez bien que là le Hezbollah va se faire un énorme plaisir. Sans compter l'Iran, bien évidemment. Là c'est la porte ouverte à la revanche du monde arabe qui ronge son frein depuis 70 ans. Là, le monde arabe va profiter de la faiblesse des États-Unis pour s'allier et tomber sur Israël comme un seul homme. Et ce sera la fin d'Israël. Voilà. Bon, ce scénario est peu probable, mais ça reste une possibilité. Il y a toujours un accident diplomatique possible, il y a toujours une escalade possible qui devienne incontrôlable. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Surtout avec une situation aussi explosive au Moyen-Orient. Donc tout est possible. Bon, maintenant, c'est que des probabilités. Là, le scénario, je le répète, que je viens de donner, est quand même peu probable. Et heureusement. Mais attention, il est possible. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant. Il y aurait tant à dire. Mais bon, je m'arrête là pour l'instant pour éviter d'être trop long. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Et éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien, Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux. This is Maximilian Alvarez for the Real News Network. Behind me, you see the thousands upon thousands of people who have come to Washington, D.C. for the March on Washington for Palestine. People around the country are here to demand an end to Israel's genocidal bombing of Gaza, here to demand an end to the 75-year Israeli occupation of Palestine. For the past few hours, we've been hearing speakers on the stage just over to my left, and right now, the march is about to begin, heading towards the White House. We are here on the ground for the Real News Network, talking to folks about why they're here, why this is important, and what feels different about this moment. We are here to demand an end to the genocide against the Palestinian people with 3 central demands. We're calling for an immediate ceasefire. We are calling for an end to U.S. military aid to Israel. And we are calling to lift the siege on Gaza, which for 17 years has suffocated the people of Gaza and turned Gaza into an open-air prison. I've seen all the graphic pictures. I've seen everything in Palestine. At this point, there's no limit for what I can't see. I've seen everything now. For everything in Gaza. And for a 9th grader, at first it was scary, and then it became less scary as you saw more and more of it. And if this is how I feel outside of Gaza, imagine how the people in Gaza feel. We're out here today because there's a genocide happening in Palestine, and that's fucked up. An injury to one is an injury to all, and American-made bombs are being used to kill the families of Americans in Palestine, in addition to thousands and thousands of other people, and our government should not support that. Oslo Agreement and all this political work didn't help Palestinian people to live in peace. 75 years of suffering, losing people close to you, finding them hurt all the time. And even after we get our citizenship, I'm not able to visit my family there. My dad died in Gaza, and I was not able to visit and see him because the border always closed.
Get up. Okay, let me stand up. Out the way, out the way. This is an apartheid! This is racism! This is not anti-Semitism! This is humanity! Stop the death of children and babies! Stop the murder! Be on the right side of history! Get up. Okay, let me stand up. Imam Mahdi is basically the savior who's going to come with Jesus Christ. For Palestina, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 we are fighting for Palestina to end apartheid Israel. Oh, we are fighting for Palestina, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 we are fighting for Palestina to end apartheid. We are fighting for Palestina to end apartheid Israel.